Il y a un moment précis qui survient pour de nombreux jardiniers, généralement plus tard dans la vie, où l'on réalise que la Terre tente de nous communiquer quelque chose depuis des années, et que l'on ne possédait tout simplement pas encore le langage pour le comprendre. Je me souviens m'être tenu le long d'une vieille clôture un matin de début d'été. Le soleil se levait à peine et la rosée s'accrochait encore à l'herbe. C'était encore là, cette même bande étroite de terre longeant parfaitement le fil enterré et les poteaux métalliques rouillés, devenant plus sombres, plus épaisses et poussant plus vite que tout ce qui l'entourait. Ce n'était ni plus fertilisé, ni plus arrosé. C'était juste différent. Ce n'était pas spectaculaire, ce qui le rendait troublant. C'était subtil, constant et persistant. Chaque vieux jardinier que je connaissais avait vu quelque chose de semblable. Des plantes près de poteaux métalliques, qui semblaient plus résistantes à la chaleur. Des légumes près de câbles enterrés, qui feuillaient plus tôt. Ou de l'herbe, qui refusait de jaunir là où rien de spécial n'avait été fait. Nous n'appelions pas cela de la science. Nous ne l'appelions pas du tout. Nous l'avions simplement remarqué. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous portent aussi un autre souvenir, qui semble sans rapport jusqu'à ce qu'il le devienne soudainement. Une expérience de classe datant de plusieurs décennies. Un citron sur un bureau, une bande de cuivre d'un côté, un clou de zinc de l'autre, et un fil clipsé entre les deux. Puis, incroyablement, une minuscule horloge s'animant. À l'époque, cela ressemblait à un tour de passe-passe. Une curiosité, quelque chose d'ingénieux, mais d'oubliable. Mais voici la question qui change tout. Si un seul citron peut produire de l'électricité, que se passe-t-il lorsque vous placez deux métaux différents dans un sol vivant? Car le sol n'est pas une matière morte, il est humide, riche en minéraux et chimiquement actif. Il s'étend sur tout votre jardin comme un immense système respiratoire. Et, dans les bonnes conditions, il se comporte moins comme de la terre, et plus comme une batterie. C'est là qu'intervient l'idée de la pile de terre. Pas une énergie gratuite, pas un miracle, ni un quelconque mythe moderne d'Internet, mais un courant électrique naturel et faible qui existe déjà sous vos pieds, se déplaçant silencieusement à travers le sol humide, les minéraux et les racines, que nous y prêtions attention ou non. Lorsque deux métaux dissemblables, comme le cuivre et le zinc, sont placés dans un sol humide et connectés, un courant léger commence à circuler. Il est infime, souvent inférieur à 1 seul volt. Vous ne le sentirez pas, et vous ne verrez pas d'étincelles. Mais sous terre, cela change les choses. Les nutriments se déplacent, les ions migrent et les racines réagissent. Voici la promesse que je veux vous faire maintenant. À la fin de cette vidéo, vous ne saurez pas seulement que la connexion de deux métaux peut influencer la croissance des plantes. Vous comprendrez pourquoi cela fonctionne parfois, pourquoi cela ne fonctionne pas d'autres fois, et comment l'envisager de la bonne manière, en tant que jardinier expérimenté, et non comme quelqu'un cherchant des raccourcis. Vous apprendrez les limites, les conditions et le raisonnement, et vous gagnerez un moyen de tester et d'observer cela par vous-même en utilisant la patience plutôt que le battage médiatique. Car une fois que l'on accepte que ce courant silencieux est réel, une question troublante refuse de disparaître. Si cela se produit depuis le début, si le sol lui-même a toujours porté cette énergie cachée, pourquoi ne nous a-t-on jamais appris à la voir? C'est par cette question que cette histoire commence véritablement. Pour comprendre pourquoi connecter deux métaux dans le sol peut encore avoir de l'importance aujourd'hui, nous devons faire un bref saut dans le passé, non pas dans l'agriculture au début, mais dans un petit atelier en Écosse, il y a près de 200 ans. L'homme au centre de cette histoire n'était pas un fermier, c'était un horloger. Alexander Bain vivait au début du XIXe siècle, à une époque où la mécanique de précision dominait le monde. Les horloges comptaient, le chronométrage comptait, et Bain était obsédé par une question qui n'avait rien à voir avec les récoltes ou le sol. Il voulait des machines capables de fonctionner sans être remontées, sans être rechargées et sans s'arrêter.
Ce qui le fascinait n'était pas du tout l'agriculture, c'était l'électricité. En 1841, Bain déposa un brevet qui allait discrètement changer la façon dont les gens comprenaient l'énergie. Au lieu d'utiliser des batteries chimiques coûteuses remplies d'acide, décrivit quelque chose de radicalement plus simple. Il enterra deux métaux différents, généralement du cuivre et du zinc, directement dans un sol humide. Il les connecta avec un fil au-dessus de la surface et, à la surprise de nombreux ingénieurs de l'époque, un courant électrique régulier commença à circuler. Pas un éclair, pas une étincelle, mais un courant fiable et continu. C'était la pile de terre. Le sol lui-même devenait une partie du circuit. L'humidité du sol permettait aux ions de se déplacer. Le zinc cédait lentement des électrons. Le cuivre les recevait, et la terre bouclait littéralement la boucle. Bain n'avait pas conçu cela comme une curiosité ou une démonstration de classe. Son système alimentait de vraies machines. Des horloges électriques fonctionnaient jour et nuit, entraînées par rien de plus que du métal enterré et du sol humide. Ce détail est important car il nous apprend quelque chose de crucial. Ce n'était pas un tour de salon. Ce n'était pas une nouveauté scientifique destinée à impressionner les visiteurs. C'était une solution d'ingénierie, suffisamment fiable pour donner l'heure avec précision, ce qui, à cette époque, n'était pas un mince exploit. Une fois que les ingénieurs ont vu que cela fonctionnait, ils ne l'ont pas confiné aux ateliers. Alors que les systèmes de télégraphe commençaient à se répandre à travers la Grande-Bretagne, le besoin d'une alimentation fiable et nécessitant peu d'entretien est devenu urgent. Les batteries chimiques étaient coûteuses, salissantes et sujettes aux pannes. La pile de terre offrait quelque chose de différent. Elle était bon marché, stable et, une fois installée, elle pouvait fonctionner pendant des mois sans intervention. Les stations de télégraphe commencèrent à enterrer des plaques de cuivre et de zinc près de leurs lignes. Dans de nombreux cas, elles utilisaient ce que l'on a appelé le retour par la terre, où le sol lui-même servait de partie du chemin électrique. Cela réduisait le besoin de câblage supplémentaire et abaissait encore les coûts. Des installations apparurent dans des endroits comme Hyde Park et le long de la ligne de chemin de fer entre Édimbourg et Glasgow, où une signalisation fiable était essentielle. Les ingénieurs apprirent rapidement des leçons pratiques. Le sol humide fonctionnait mieux, tandis que le sol sec affaiblissait le courant. Certains ont découvert qu'en enfonçant le zinc plus profondément, on améliorait le rendement. D'autres ont remarqué que l'alignement et l'espacement comptaient. Ce n'était plus de la théorie. C'était une infrastructure testée sur le terrain. À travers tout cela, la pile de terre a fait ses preuves. Silencieusement et régulièrement, elle fournissait une basse tension, souvent autour d'un seul volt. Mais elle la fournissait de manière constante. C'était suffisant pour marquer la bande du télégraphe, suffisant pour actionner des électroaimants et suffisant pour faire fonctionner les horloges sans interruption. Ainsi, quand nous nous arrêtons ici pour regarder en arrière, une conclusion devient inévitable. Si ce système était assez fiable pour aider à faire fonctionner des réseaux de communication nationaux et la signalisation ferroviaire, alors ce n'a jamais été un jouet. C'était une technologie fonctionnelle, ancrée littéralement dans la chimie de la Terre elle-même. Ce que personne à l'époque n'a pleinement exploré, c'est ce que ce courant silencieux pouvait faire d'autre sous terre. Et c'est cette question restée sans réponse qui marque le début du passage des machines au sol et des fils aux racines. Jusqu'à présent, l'histoire semble mécanique. Des fils, des plaques, des horloges et des lignes de télégraphe. Il est facile de considérer la pile de terre comme rien de plus qu'une vieille astuce d'ingénierie, quelque chose d'utile pour les machines, mais sans rapport avec les jardins. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant discret. Car dès que l'électricité quitte le fil pour pénétrer dans le sol, elle cesse de se comporter comme quelque chose de purement mécanique. Elle pénètre dans un système vivant. Dès lors, une question différente commence à importer bien plus que la tension ou les brevets.
Si ce courant faible circule à travers le sol, que fait le sol lui-même en réponse? Bien avant que quiconque ne dispose d'instruments assez sensibles pour mesurer les minuscules champs électriques souterrains, les agriculteurs remarquaient déjà quelque chose d'étrange. Pas partout et pas de manière spectaculaire, mais assez souvent pour susciter l'interrogation. On pouvait le voir le long des vieilles clôtures, où des fils enterrés ou des poteaux métalliques étaient restés pendant des décennies. Une étroite bande d'herbe, les longeant devenaient plus sombres, plus denses et légèrement plus hautes que le reste du champ. Ce n'était pas assez luxuriant pour sauter aux yeux, juste assez sain pour murmurer que quelque chose était différent. Dans les jardins, le schéma se répétait. Les plantes poussant près de vieux tuteurs métalliques semblaient mieux supporter la chaleur. Les roses près de câbles enterrés s'établissaient plus rapidement au printemps. Même lorsque l'arrosage et l'engrais étaient les mêmes, certaines parcelles se comportaient simplement comme si le sol lui-même avait un avantage. Aucune étude n'a été écrite à ce sujet à l'époque. Aucun graphique, aucune explication officielle. Le savoir se transmettait comme le savoir agricole se transmet souvent, discrètement d'une personne à l'autre. Un jardinier le signalant d'un haussement d'épaule, ou un fermier plaisantant sur le fait que l'herbe savait où se trouvait le fil. Les observations étaient transmises sans théorie, car il y avait du travail à faire et des cultures à soigner. Ce qui importe ici n'est pas de savoir si chaque histoire était parfaitement exacte. Ce qui importe, c'est la récurrence du phénomène. À maintes reprises, les gens ont remarqué que le sol près du métal enterré se comportait différemment. Et ils l'ont remarqué des décennies avant que la science ne possède le langage pour décrire pourquoi. Cela conduit à un changement important dans notre façon de concevoir le sol. Pendant longtemps, l'agriculture moderne a traité le sol comme inerte, comme un récipient, quelque chose dans lequel on verse des nutriments et dont on retire des récoltes. Mais quiconque a travaillé la terre pendant des années sait que cette idée n'a jamais tout à fait correspondu à la réalité. Le sol réagit. Il réagit à l'humidité, à la température, aux racines, aux microbes, aux champignons et aux minéraux. Il s'avère qu'il réagit aussi aux signaux électriques, en particulier aux signaux faibles et constants qui se déplacent lentement dans un sol humide. Lorsqu'un petit courant traverse le sol, même un courant trop faible pour être ressenti, il crée un mouvement. Les particules chargées se déplacent et les équilibres chimiques changent subtilement. Le sol ne se contente pas de rester là et de le permettre. Il réagit, il s'ajuste et il participe. C'est pourquoi les anciennes observations comptent tant. Les agriculteurs n'avaient pas besoin de connaître le mot électrochimie pour voir que quelque chose se passait. Ils n'avaient besoin que de temps, d'attention et de répétition. Dans de nombreux cas, ils ont reconnu l'effet des générations avant que quiconque n'essaie de le mesurer. Cela nous amène à une idée cruciale pour chaque jardinier qui regarde ceci. Le sol n'est pas inerte. Ce n'est pas un milieu passif qui attend d'être géré. C'est un système réactif qui s'ajuste constamment aux signaux, aux conditions et aux apports. Certains évidents et d'autres presque invisibles. Lorsque nous introduisons deux métaux différents dans ce système et que nous les connectons, nous ne forçons pas l'électricité dans le sol. Nous révélons un processus que le sol est déjà capable de soutenir. Comprendre ce passage du sol comme matière morte au sol, comme environnement vivant et réactif, est la clé de tout ce qui suit. Car une fois que l'on voit le sol de cette manière, la pile de terre cesse de ressembler à un tour de magie et commence à ressembler à une conversation. Silencieuse, peut-être, mais une conversation que le sol était prêt à avoir depuis le début. Pour vraiment comprendre pourquoi le fait de connecter deux métaux peut influencer la croissance des plantes, nous devons laisser de côté le langage des ingénieurs un instant et penser comme des jardiniers, non pas en formules ou en équations, mais en relations.
Au fond, la pile de terre est simple. Un métal donne, un métal reçoit, et le sol entre les deux devient le chemin. Lorsque deux métaux différents, tels que le cuivre et le zinc, sont placés dans un sol humide et connectés, quelque chose de silencieux commence. Le zinc est plus enclin à laisser partir. Il libère des électrons. Le cuivre est plus enclin à les accepter. Le sol, rempli d'eau et de minéraux dissous, permet cet échange. C'est tout ce qu'est réellement l'action galvanique. Pas une étincelle ou un choc. Juste un échange lent et régulier. Dans des conditions réelles de jardin, la tension produite est modeste, se situant souvent entre environ 8 dixièmes de volt et un peu plus d'un volt. Ce chiffre peut sembler petit, et il l'est, mais dans les systèmes biologiques, les petits signaux comptent souvent bien plus que les grands. Les plantes n'ont pas besoin de force, elles réagissent au gradient, à la direction et aux changements subtils de leur environnement. C'est là que beaucoup de gens comprennent mal ce que fait réellement la pile de terre. L'important n'est pas l'électricité elle-même, l'important est le mouvement. Dans un sol sain, les nutriments ne sont pas statiques. Ils existent sous forme de particules chargées, ou ions, se déplaçant à travers de minces films d'eau qui recouvrent les particules de sol. Le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium et d'innombrables oligo-éléments se déplacent, se linent, se libèrent et se lignent à nouveau constamment. Lorsqu'un champ électrique faible traverse cet environnement, il ne submerge pas le système. Il lui donne un coup de pouce. Les ions commencent à dériver. Les nutriments qui étaient faiblement retenus deviennent plus mobiles. Les équilibres chimiques s'ajustent très légèrement. Ce n'est pas que de nouveaux nutriments apparaissent, c'est que ceux qui existent déjà deviennent plus faciles à rencontrer pour les racines. C'est pourquoi les jardiniers décrivent parfois l'effet comme si le sol s'était réveillé. Rien de spectaculaire ne change du jour au lendemain. Mais au fil des jours et des semaines, les plantes poussant dans cette zone se comportent souvent différemment. Les racines explorent avec plus de confiance. Les feuilles gardent leur couleur plus longtemps et la croissance semble plus régulière qu'explosive. En un sens, la chimie du sol commence à respirer. Cependant, rien de tout cela ne se produit sans les bonnes conditions. L'humidité est critique. Un sol sec est un mauvais conducteur. Sans eau, les ions ne peuvent pas se déplacer librement et tout le processus ralentit considérablement. C'est pourquoi les effets de la pile de terre disparaissent souvent pendant la sécheresse et réapparaissent après des précipitations ou une irrigation régulière. Le pH du sol compte également. Les sols légèrement acides ont tendance à mieux soutenir ce processus que les sols hautement alcalins. Dans des conditions acides, de nombreux nutriments sont déjà plus solubles, et le champ électrique faible peut encourager une mobilité encore plus grande. Dans les sols très alcalins, les nutriments ont tendance à se bloquer plus fermement, et la même installation peut produire peu d'effets visibles. C'est là que l'expérience concrète devient inévaluable. Au printemps, lorsque les sols sont frais et humides, les effets de la pile de terre sont souvent plus faciles à observer. Les semis s'établissent plus rapidement, et la croissance initiale semble plus assurée. En été, surtout par temps sec, la même installation peut sembler ne presque rien faire jusqu'au retour de l'humidité. La géographie joue également un rôle. Dans une grande partie du Midwest américain, où les sols retiennent l'humidité plus longtemps et où la matière organique est plus élevée, la réponse peut être notable. Dans le sud-ouest aride, où les sols sèchent rapidement et où les sels s'accumulent, les résultats sont souvent irréguliers, à moins que l'humidité ne soit gérée avec soin. Ce n'est pas un défaut, c'est un rappel. La pile de terre ne l'emporte pas sur les conditions du sol, elle les amplifie. Lorsque l'humidité, la biologie et la chimie travaillent déjà en votre faveur, ce petit signal électrique
peut aider à coordonner le système. Lorsque ces bases manquent, le signal n'a rien sur quoi s'appuyer. Cette compréhension mène à une façon plus terre-à-terre de penser à cette idée. La pile de terre ne consiste pas à forcer la croissance. Il s'agit d'encourager le mouvement dans un système qui est déjà vivant. En le voyant ainsi, elle cesse d'être un tour de passe-passe et devient ce qu'elle est réellement, un outil subtil qui fonctionne le mieux lorsque le sol lui-même est prêt à réagir. Les racines ne sont pas passives, elles écoutent, elles s'ajustent et elles se déplacent. Pendant longtemps, on nous a appris à considérer les racines des plantes comme de simples outils, comme des pailles enfoncées dans le sol, aspirant l'eau et les nutriments dès qu'ils passent à proximité. C'est une image facile à accepter, surtout si vous n'avez jamais pris le temps d'observer ce que font réellement les racines au fil du temps. Mais les racines ne sont pas passives. Elles ne l'ont jamais été. La biologie végétale moderne nous a montré quelque chose que les jardiniers expérimentés soupçonnaient discrètement depuis des décennies. Les racines ne se contentent pas d'absorber. Elles explorent, elles ressentent et, dans les bonnes conditions, elles s'orientent vers les opportunités. L'un des moyens par lesquels elles y parviennent est un phénomène appelé électrotropisme. Cela semble technique, mais l'idée derrière cela est étonnamment intuitive. Les racines réagissent aux signaux électriques dans le sol, même lorsque ces signaux sont extrêmement faibles. Ce n'est pas suffisant pour choquer ou endommager les tissus, mais suffisant pour donner une direction. Dans des études en laboratoire, des chercheurs ont observé des racines se courber vers le côté négatif d'un champ électrique léger. En d'autres termes, les racines ne poussent pas au hasard lorsqu'on leur donne un signal. Elles se penchent vers lui et le suivent. Considérez cela moins comme un virage soudain que comme un ajustement lent, une préférence subtile. Avec le temps, cette préférence façonne l'ensemble du système racinaire. Une bonne façon de se représenter cela est d'imaginer les racines comme une sorte de radar lent. Elles ne balayent pas d'avant en arrière et ne réagissent pas instantanément, mais elles échantillonnent constamment leur environnement, réagissant aux gradients d'humidité, aux concentrations de nutriments, à l'activité microbienne et, oui, même aux minuscules indices électriques se déplaçant dans le sol. Cela compte profondément lorsque nous parlons de la pile de terre. Lorsque deux métaux différents créent un champ électrique faible sous terre, ce champ ne se contente pas de déplacer les nutriments, il crée un signal directionnel. Les racines poussant dans cet environnement peuvent soudainement favoriser la zone énergisée, y passant plus de temps et d'énergie au fil des jours et des semaines. Cela modifie la forme et l'efficacité de tout le réseau racinaire. Voici la partie que beaucoup de jardiniers négligent. La zone racinaire n'est pas seulement un garde-manger, c'est un espace de communication. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur l'ajout de nutriments, nous manquons le fait que les racines interprètent constamment des signaux. L'humidité leur indique où pousser plus profondément. Un sol compacté leur indique où ne pas aller. L'activité microbienne leur indique où les nutriments circulent le plus efficacement. Les signaux électriques se joignent à cette conversation. Pour le jardinier, cela recadre tout. Améliorer la croissance des plantes ne consiste pas toujours à ajouter davantage. Il s'agit parfois d'améliorer le guidage. Créer des conditions où les racines peuvent plus facilement trouver ce qui existe déjà. C'est pourquoi les effets de la pile de terre se manifestent souvent non pas par une croissance aérienne explosive, mais par des plantes plus stables, un meilleur établissement et une plus grande résilience face au stress. Les feuilles conservent leur couleur plus longtemps parce que le système racinaire situé en dessous est organisé et efficace. Quand on commence à penser de cette façon, le jardin devient moins une affaire d'intrants et davantage une affaire de zone. La zone racinaire devient un lieu où la chimie, la biologie, l'humidité et le signal se chevauchent. Et de petits changements dans cette zone
peuvent produire des résultats qui semblent disproportionnés par rapport à l'effort consenti. Comprendre que les racines sont réactives, non pas réactives de manière brusque ni agressive, mais réactives de manière sensible, aide à expliquer pourquoi une intervention aussi douce peut avoir une quelconque importance. La pile de terre ne pousse pas les racines vers l'avant. Elle leur donne une direction silencieuse à suivre. Dans les systèmes vivants, la direction est souvent plus puissante que la force. C'est à ce stade de la conversation que l'honnêteté importe plus que l'enthousiasme. Car si nous voulons sérieusement comprendre pourquoi le fait de connecter deux métaux peut influencer la croissance des plantes, nous devons poser la question qui sépare les jardiniers prudents des rêveurs. Les plantes poussent-elles mieux à cause de l'électricité ou parce que le zinc se dissout lentement dans le sol? À première vue, l'explication par le zinc semble simple. Le zinc est un oligo-élément essentiel. Les plantes en ont besoin en quantités infimes pour le fonctionnement des enzymes et une croissance saine. Lorsqu'une pièce en zinc ou galvanisée est enterrée dans un sol humide, elle se corrode progressivement. Cette corrosion libère des ions de zinc dans la zone racinaire environnante. Dans les sols carencés en zinc, cela seul peut améliorer la santé des plantes. Donc oui, dans certains cas, une partie de la réponse de croissance peut être nutritionnelle. Ce n'est pas un défaut de l'idée. C'est un rappel que les systèmes pédologiques sont stratifiés et qu'il est rare qu'un seul facteur agisse seul. Mais l'hypothèse de l'électricité refuse de disparaître si facilement. Si le zinc seul était responsable, on s'attendrait à ce que l'effet soit limité à la zone immédiate autour du métal. Pourtant, de nombreux jardiniers observent des changements tout au long de la ligne entre les deux métaux, pas seulement près du zinc. Les racines réagissent selon un schéma qui suggère un guidage, et pas seulement une alimentation. Le mouvement des nutriments semble directionnel plutôt qu'aléatoire. Il existe un autre indice qui complique le tableau. Des effets de croissance similaires ont été rapportés en utilisant des paires de métaux où aucun des deux n'est un nutriment pour les plantes. Dans ces cas, quelque chose change tout de même, de manière subtile mais mesurable. Cela pointe à nouveau vers le champ électrique lui-même et la façon dont il modifie l'environnement du sol. Alors pourquoi ne pas choisir une seule explication et en rester là? Parce que les systèmes vivants fonctionnent rarement de cette façon. En réalité, les deux processus peuvent se produire en même temps. Le zinc peut améliorer la disponibilité des oligo-éléments dans la zone immédiate, tandis que le champ électrique faible influence le mouvement des ions, l'activité microbienne et l'orientation des racines sur une zone plus large. Un effet nourrit la plante. L'autre organise le système qui livre cette nourriture. Comprendre cette double action est l'endroit où de nombreuses discussions en ligne s'effondrent. Les gens choisissent leur camp. Ils opposent électricité et nutrition, comme si le sol devait obéir à une cause unique. Mais les jardiniers expérimentés savent bien que les réponses du sol sont cumulatives. Elles se chevauchent et interagissent. C'est précisément pourquoi une comparaison appropriée est essentielle. Si vous voulez apprendre quoi que ce soit d'utile de cette approche, vous devez résister à l'envie de présumer des résultats. Au lieu de cela, observez. Comparez des plantes cultivées avec le même sol, la même eau et les mêmes soins, avec une seule différence entre elles. Notez ce que vous voyez, pas une seule fois, mais au fil du temps. Observez comment les plantes s'établissent, comment elles gèrent le stress et comment elles récupèrent. Cet état d'esprit est ce qui donne de la crédibilité à l'idée. Il n'y a pas de promesse de croissance doublée à chaque fois, aucune garantie de miracle, juste un cadre pour une observation attentive et une comparaison honnête. Lorsque les résultats apparaissent, ils ont du poids, parce qu'ils ont été mérités, et non supposés. Cette façon de penser apporte quelque chose d'important aux jardiniers. Elle vous redonne le contrôle. Au lieu de suivre des affirmations, vous construisez votre compréhension. Au lieu de choisir un camp, vous laissez le sol vous montrer ce qui se passe réellement.
En fin de compte, la question n'est pas de savoir si c'est l'électricité ou le zinc qui mérite le crédit. La question est de savoir si vous êtes prêt à ralentir suffisamment pour voir comment de multiples forces travaillent ensemble, sous la surface. Cette volonté d'observer, de noter et de comparer est ce qui transforme une vieille idée en une pratique pleine de sens. Au début du XXe siècle, la pile de terre avait déjà prouvé que des courants électriques faibles et constants pouvaient être tirés du sol lui-même. La physique n'avait pas changé, la chimie n'avait pas échoué, et pourtant, presque du jour au lendemain à l'échelle historique, des idées comme celle-ci ont glissé hors de l'agriculture dominante. Pour comprendre pourquoi, nous devons regarder au-delà des jardins et nous pencher sur l'économie. Vers 1909, deux scientifiques, Fritz Haber et Karl Bosch, ont accompli quelque chose qui a remodelé l'agriculture à jamais. Ils ont trouvé comment extraire l'azote de l'air et le transformer en ammoniac à l'échelle industrielle. En 1913, la première usine Haber-Bosch à grande échelle fonctionnait, et avec elle arrivait une promesse qui semblait presque magique à l'époque. L'azote, autrefois limité par les rotations de culture, le fumier et le temps, pouvait désormais être fabriqué sur demande. Cette seule percée a changé le langage de l'agriculture. Soudain, la santé du sol n'était plus discutée en termes de patience, de structure ou d'équilibre à long terme. Elle était réduite à des chiffres. L'azote, le phosphore et le potassium, NPK, sont devenus le vocabulaire officiel. Si une culture était en difficulté, la solution n'était pas de comprendre le système sous-jacent. La solution consistait à appliquer davantage de ce que le tableau indiquait comme manquant. D'un point de vue économique, cela était tout à fait logique. Les engrais synthétiques étaient faciles à standardiser, faciles à mesurer et faciles à vendre. Chaque saison de croissance créait une nouvelle demande. Vous les achetiez, les appliquiez, récoltiez, puis reveniez en chercher davantage. Le modèle récompensait la répétition. La pile de terre ne rentrait pas dans ce monde. Elle n'était pas mauvaise, elle était peu pratique. Une fois installée, elle n'avait pas besoin d'être remplacée. Elle ne se prêtait pas à une application uniforme sur des millions d'hectares. Ses effets variaient selon l'humidité du sol, le climat et la biologie. Plus important encore, elle n'offrait pas de résultats rapides et faciles à présenter sur papier, pouvant être réduits à un seul chiffre sur un tableau de rendement. Il n'y avait pas de sac à vendre, pas d'abonnement à renouveler et pas de mesures simples à publiciser. Ainsi, au fil du temps, elle a été discrètement écartée, non par conspiration, mais par préférence. Les institutions agricoles ont privilégié des méthodes prévisibles, mesurables et rentables à grande échelle. Les signaux électriques faibles, se déplaçant dans un sol vivant, étaient difficiles à emballer et encore plus difficiles à quantifier avec les outils de l'époque. À la fin des années 1920 et dans les années 1930, les bulletins officiels écartèrent souvent l'électroculture comme une curiosité, ni dangereuse ni frauduleuse, mais simplement inutile dans un monde qui croyait avoir déjà résolu le problème de la nutrition des plantes. Et pourtant, le sol n'a jamais changé d'avis. Les mêmes processus continuaient sous terre. Les ions se déplaçaient toujours, les racines réagissaient toujours, et l'humidité transportait toujours des signaux à travers les systèmes vivants. La seule chose qui a changé, c'est la direction de notre attention. Cela nous laisse une leçon importante aujourd'hui. Les marchés préfèrent les choses qui s'épuisent, tandis que le sol préfère les choses qui durent. Les intrants rapides sont logiques sur le plan économique, mais ils ne s'alignent pas toujours avec le fonctionnement des systèmes vivants. Au fil du temps, le sol réagit mieux à la stabilité, à la cohérence et à un guidage subtil plutôt qu'à une correction constante. Pour les jardiniers modernes, en particulier ceux d'entre nous qui ont vu des décennies de tendances agricoles monter et descendre, cette perspective est enrichissante. Elle nous rappelle que toutes les idées utiles n'ont pas besoin d'être achetées à chaque saison. Certains des outils les plus efficaces sont discrets, durables et faciles à négliger.
La disparition de la pile de terre n'était pas un échec de la science, c'était un changement de priorité. Comprendre ce changement nous aide à décider quelles idées valent la peine d'être revisitées, non pas parce qu'elles promettent des miracles, mais parce qu'elles respectent la façon dont le sol se comporte réellement lorsqu'on lui donne le temps de réagir. À ce stade, il est tentant de vouloir des preuves, quelque chose de concret et de moderne, pas une histoire du XIXe siècle, ni un souvenir transmis de bouche à oreille. Parlons donc d'une véritable expérience contemporaine qui a circulé discrètement parmi les jardiniers et les chercheurs préférant une mesure minutieuse aux affirmations audacieuses. L'installation elle-même était banale. 2 rangées de laitues cultivées côte à côte dans le même sol, recevant la même eau, la même lumière et les mêmes soins. Dans une rangée, rien d'inhabituel n'a été ajouté. Dans l'autre, une simple pile de terre a été installée, un morceau de cuivre et un morceau de zinc, connectés au-dessus du sol et placés de part et d'autre de la zone racinaire. Aucun engrais n'a été modifié et aucun traitement spécial n'a été introduit. La seule différence était la présence de ces 2 métaux et du champ électrique faible qu'ils créaient dans le sol. Après plusieurs semaines, les plantes ont été récoltées et pesées. En moyenne, les laitues cultivées avec la pile de terre présentaient environ 38 grammes de biomasse humide par plante. Les plantes témoins affichaient une moyenne plus proche de 26 grammes. Cela représente une augmentation d'environ 50%. Pas le double, pas un miracle, mais indéniablement différent. Un multimètre a été utilisé tout au long de l'expérience pour confirmer que le système faisait réellement quelque chose. La tension indiquait de manière constante un peu plus d'1 volt, se stabilisant autour de 1,03 volts dans de bonnes conditions d'humidité. Lorsque les données ont été analysées, le résultat statistique a donné une valeur P d'environ 0,04. En langage clair, cela signifie qu'il était peu probable que la différence soit due au hasard. Mais voici la partie la plus importante, surtout pour les jardiniers expérimentés. Les chiffres n'ont jamais été le but recherché. Ce qui a rendu cette expérience précieuse n'était pas la différence de poids sur une balance, c'était la discipline qui l'accompagnait. Chaque détail a été consigné. L'humidité du sol, les précipitations, les relevés de tension et la progression de la croissance au fil du temps. Le jardinier a traité la parcelle moins comme un raccourci vers de plus gros rendements que comme une observation à long terme de la façon dont les systèmes vivants réagissent à un changement subtil. Cet état d'esprit est ce qui transforme une curiosité en quelque chose d'utile car, dans les vrais jardins, les résultats sont rarement spectaculaires à chaque fois. Certaines saisons amplifient l'effet, tandis que d'autres le montrent à peine. La météo interfère, le sol varie et les plantes réagissent différemment selon leur stade de croissance. Lorsque vous attendez de la régularité de la part des systèmes vivants, vous vous préparez à la déception. Mais lorsque vous abordez le jardin comme une expérience continue, quelque chose change. Vous ne demandez plus « est-ce que ça a marché ?», mais vous commencez à demander « dans quelles conditions cela a-t-il le mieux fonctionné ?» Cette question mène à de meilleures décisions. Vous commencez à remarquer des schémas. Vous voyez que l'humidité du début du printemps fait une différence, que certains sols réagissent plus clairement que d'autres, et que certaines cultures montrent des bénéfices subtils, tandis que d'autres ne réagissent presque pas. C'est pourquoi les jardiniers expérimentés ont tendance à tirer plus de valeur d'idées, comme la pile de terre, que les débutants à la recherche de résultats rapides. Ils comprennent que le progrès dans le jardin ne se mesure pas en une seule récolte, mais au fil des saisons. Traiter son jardin comme une expérience à long terme ne signifie pas le transformer en laboratoire. Cela signifie être attentif, noter ce que l'on voit et respecter la variation au lieu de la combattre. Dans ce contexte, l'expérience de la laitue n'est pas une promesse. C'est une invitation à ralentir, à observer attentivement
et à laisser le sol vous montrer comment il réagit lorsqu'on lui donne un petit signal régulier au lieu d'une correction constante. Cette approche, plus que n'importe quel chiffre sur une balance, est ce qui rend cette idée digne d'intérêt. Une fois que l'on a compris ce que fait réellement la pile de terre, on commence à voir ses empreintes dans des endroits que l'on aurait pu ignorer pendant des années, non pas comme une théorie, ni comme une installation formelle, mais comme des motifs discrets dispersés dans les paysages quotidiens. L'un des exemples les plus courants apparaît le long des vieilles clôtures dans de nombreuses régions du pays. Les clôtures ont été installées il y a des décennies en utilisant des poteaux métalliques et de longues sections de fils de fer enterrés juste sous la surface. Au fil du temps, ces matériaux ont interagi avec le sol de manière subtile. Les jardiniers remarquent souvent que l'herbe près de ces lignes pousse un peu plus drue, reste verte un peu plus longtemps et repart plus vite après les périodes de sécheresse. C'est rarement spectaculaire, mais c'est suffisamment constant pour que les gens le commentent génération après génération. Les bacs surélevés offrent un autre exemple familier. De nombreux bacs anciens ont été construits avec des barres d'armature enfoncées dans les coins ou le long des côtés pour maintenir les madriers en place. En présence d'humidité, ces tiges d'acier peuvent agir comme faisant partie d'un système galvanique faible, surtout si d'autres métaux se trouvent à proximité. L'effet n'est pas garanti, mais certains jardiniers remarquent un développement racinaire plus vigoureux près de ces éléments structurels, en particulier dans les bacs qui retiennent bien l'humidité. Il y a ensuite les influences invisibles, de vieux câbles enterrés, des fils de terre oubliés ou des vestiges d'anciennes infrastructures qui passent souvent sous les propriétés sans que personne ne se souvienne de leur présence. Dans certains jardins, les plantes poussant au-dessus de ces lignes s'établissent plus vite au printemps ou présentent des habitudes de croissance légèrement différentes. Le sol se comporte comme s'il réagissait à quelque chose sous la surface, même quand rien d'évident n'est visible au-dessus. Le contraste entre les anciens jardins et les nouveaux peut être frappant. Dans les jardins plus anciens, où les métaux sont en place depuis des années et où la biologie du sol a eu le temps de s'adapter, ces effets ont tendance à être plus perceptibles. Le système s'est stabilisé et le sol s'est ajusté. Dans les nouveaux jardins, où tout est fraîchement installé et cherche encore son équilibre, la même installation peut produire des résultats plus faibles ou irréguliers. Le climat et le type de sol jouent un rôle tout aussi important. Dans les régions recevant des pluies régulières et ayant des températures modérées, comme une grande partie du Midwest et du nord-est des États-Unis, l'humidité reste suffisamment longtemps dans le sol pour que les effets électriques faibles persistent. Dans ces zones, les jardiniers sont plus susceptibles de remarquer des bénéfices subtils. En revanche, les régions arides du sud-ouest présentent des défis. Les sols secs conduisent mal l'électricité et les sels peuvent interférer avec le mouvement des ions. Sans une gestion constante de l'humidité, les effets de la pile de terre peuvent apparaître brièvement après l'arrosage, puis disparaître à mesure que le sol sèche. Cela ne signifie pas que l'idée y échoue. Cela signifie que les conditions sont moins clémentes. La composition du sol compte aussi. Les sols limoneux riches en matière organique réagissent différemment de l'argile compactée ou du sol sableux. Dans les sols biologiquement actifs, les petits signaux sont amplifiés par les processus microbiens. Dans les sols sans vie, le signal n'a que peu de matière sur laquelle agir. Tout cela renforce une idée centrale. La pile de terre ne fonctionne pas de manière isolée. Elle interagit avec tout le reste dans le jardin. L'âge, l'humidité, la structure et la biologie influencent tous le fait que sa présence soit ressentie ou non. Pour le jardinier expérimenté, cette perspective est libératrice. Au lieu de se demander si la pile de terre fonctionne, la meilleure question devient de savoir où et quand elle fonctionne le mieux. Une fois que vous commencez à regarder votre propre jardin à travers ce prisme, des motifs commencent à émerger
qu'aucun manuel d'instruction ne pourrait jamais expliquer pleinement. En fin de compte, la pile de terre n'est pas quelque chose que l'on installe et que l'on oublie. C'est quelque chose que l'on reconnaît, que l'on observe et auquel on s'adapte, une interaction silencieuse à la fois. À un certain moment de la vie, le jardinage cesse d'être une course. Nous avons déjà couru après les rendements. Nous avons essayé de nouveaux produits, suivi des tendances et vu les promesses aller et venir avec le temps. Quelque chose de plus calme prend sa place. Le jardinage devient moins une question de rapidité ou de taille, et plus une question de compréhension de ce qui est déjà là. C'est là que la pile de terre s'insère si naturellement. Pour les jardiniers plus âgés, il ne s'agit pas de pousser le sol plus fort. Il ne s'agit pas de forcer la croissance ou de corriger chaque défaut perçu. Au contraire, elle invite à une posture différente, une posture ancrée dans la curiosité, la patience et le respect des systèmes vivants. Elle nous demande d'être attentifs plutôt que d'intervenir constamment. Rester curieux est important. Quand on est curieux, on remarque des schémas. On voit comment l'humidité change les comportements, comment les racines réagissent au fil du temps et comment de petits ajustements se propagent. La curiosité maintient l'esprit en éveil et les mains douces. Elle transforme le jardin en un lieu de découverte, plutôt qu'en une source de pression. Il en va de même pour le sentiment de contrôle, mais pas celui qui vient de la domination. La satisfaction la plus profonde vient de la compréhension, de savoir pourquoi une plante se comporte comme elle le fait et comment la guider sans la submerger. La pile de terre offre ce genre de contrôle. Une fois installée, elle ne réclame pas d'attention ni d'ajustement constant. Elle travaille simplement au sein du système, renforçant discrètement ce que le sol veut déjà faire. Plus important encore, elle nous rappelle de travailler avec la terre plutôt que contre elle. La pile de terre ne l'emporte pas sur la météo, la biologie ou le temps. Elle les respecte. Elle amplifie ce qui est déjà présent au lieu de le remplacer. Cette philosophie correspond étroitement à la façon de penser naturelle des jardiniers expérimentés. Nous savons qu'une amélioration durable vient de la stabilité et non de la force. En ce sens, la pile de terre devient plus qu'une technique, elle devient un symbole. Une intervention minimale, une réflexion systémique et une confiance dans les processus naturels guidés par une observation réfléchie. Ce sont des valeurs qui ont tendance à s'approfondir avec l'âge, et non à s'effacer. Le jardinage pratiqué de cette manière ne vous épuise pas, il vous stabilise. Il devient un partenariat plutôt qu'un projet. Les récompenses se manifestent non seulement dans la récolte, mais aussi dans le sentiment de calme qui découle de la compréhension de la terre dont vous prenez soin. Alors, laissons cette histoire reposer là où elle doit être, dans le sol. La pile de terre est réelle. Cela ne fait aucun doute. Ces effets ont été observés à travers les siècles, mesurés dans les jardins modernes et expliqués par la chimie et la biologie plutôt que par le mythe. Mais son impact n'est pas universel ou automatique. Il dépend de l'humidité, du type de sol, du climat et de la patience. Comme tout le reste dans le jardinage, le contexte importe. C'est peut-être là la leçon la plus précieuse de toutes. La plus grande valeur de la pile de terre n'est pas l'attention qu'elle produit, ni même la croissance qu'elle peut encourager. C'est la façon dont elle change notre regard sur le sol sous nos pieds. Elle nous rappelle que le sol n'est pas inerte. Il est réactif, vivant et capable d'une coordination subtile lorsqu'on lui donne les bonnes conditions. Parfois, le plus petit courant réveille le plus grand système. Si cette idée a résonné en vous, j'aimerais beaucoup connaître votre expérience. Dites-nous dans quel état ou région vous jardinez, car le climat explique une partie de l'histoire. Dites-nous si votre sol a tendance à rester sec ou s'il retient bien l'humidité et si vous avez déjà remarqué des plantes poussant différemment près de poteaux métalliques, de fils enterrés ou d'anciennes infrastructures. Partagez également cette observation. Ces détails discrets
transmis d'un jardinier à l'autre, sont la manière dont le véritable savoir se développe. Ensemble, ils nous aident à nous rappeler que la sagesse la plus durable voyage souvent sous terre, lentement, régulièrement et exactement au bon moment. Si cette exploration des courants cachés sous nos pieds a changé votre regard sur votre sol de jardin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à la découverte de l'histoire et de la sagesse naturelle que le monde moderne a souvent négligée. Cultivons un avenir fondé sur la compréhension. Notre prochaine découverte attend juste sous la surface et elle sera révélée bientôt.